Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est le mois de juillet. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier l'objectif principal, à savoir les gros billets. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets. Moi, c'est Bye Bye Patron, investisseur immobilier depuis plus de 10 ans et investisseur boursier. Je vais fêter cet été mes 10 ans d'investissement boursier. Je suis aussi passionné d'intelligence artificielle, surtout pour vous faire gagner en qualité de travail et pas seulement en rapidité. Et voilà, nous, on est accro, et moi personnellement, aux vrais résultats. Donc ici, on passe à l'action, on arrête de rêver et ensemble, on transforme vos projets en gros billets. Donc chaque semaine, depuis plus de 4 ans, vous avez le droit à un épisode de podcast sur comment faire fructifier son argent, comment dire bye bye patron si c'est le projet, et si c'est pas le projet, comment atteindre le million d'euros de patrimoine net pour commencer. Si vous voulez que je vous aide à atteindre ce million d'euros de patrimoine net, ça prend 30 secondes, vous avez un formulaire en description et on voit comment est-ce que on peut vous aider, comment je peux vous aider à atteindre ce million d'euros de patrimoine net. Et croyez-moi, et même avec beaucoup moins, même avec 200-300 000 euros de patrimoine net, la vie, quand on les a pas encore et qu'on y arrive, la vie, elle est plus douce. Pareil quand on a un petit cash flow, même de 1 000 euros par mois. La vie, elle est bien plus douce et on s'éloigne grandement du burn-out, du stress du quotidien, de la peur du manque. Et aujourd'hui, on va accueillir Camille et aka Elle investit. Et Camille, elle a un parcours, je pense, qui ressemble, alors pas forcément à tous les auditeurs, bien sûr. On est à 1 million d'euros un million d'euros, 1 million d'écoutes. Donc forcément, il y a une diversité d'auditeurs, mais elle a été, comme beaucoup de gens, dont moi, on n'a pas fait exactement le même métier, mais elle a été dans un Big Four, dans un cabinet de conseil. Elle a eu un déclic à 2 heures du matin et elle s'est dit, ça y est, j'en ai marre, burn-out. Et elle va nous expliquer comment elle a pu négocier 58 000 euros sur son premier bien pour acheter sa liberté. Et elle va parler aussi de son business, un business inattendu dont on avait déjà parlé avec la personne d'ailleurs qui nous a mis en contact, à savoir Alexia de Story Travaux, le business des sacs de luxe. Alors, même si vous n'êtes pas fan de sacs de luxe, déjà, c'est toujours intéressant que ce soit pour vous, pour votre compagne, et aussi les business un peu moins mainstream et sur lesquels il y a de l'argent. Moi, j'en ai parlé quelques fois. Un de mes premiers business, c'était de l'achat-revente de vélos. Et puis ensuite, j'ai fait les téléphones. Après, j'ai fait les voitures. Donc, j'ai pu rouler comme ça en Porsche à 28 ans. Je crois que j'avais eu ma Porsche. Le tout gratuitement, même en gagnant de l'argent. Donc voilà, c'est des business. L'immobilier, ce qui est bien, c'est que ça paye tous les mois une fois que c'est loué. La bourse, on peut investir des grosses sommes et c'est très passif. Les business, comme les sacs, comme les voitures, ça prend plus de temps. Mais par contre, ça fait bien plaisir quand on a l'objet entre ses doigts. C'est du tangible et voilà, il y a un petit sentiment d'accomplissement. Puis après, d'un moment, on est content. Moi, la Porsche, je l'avais eue. Je l'ai revendue ensuite et je suis très satisfait d'en avoir une et aujourd'hui, j'en éprouve pas du tout le besoin. Donc branchez vos écouteurs, vos casques, vos autoradios avec la façade là qui se décroche comme on avait quand j'ai eu le permis, avec la clé USB qu'on branchait multicolore. Donc voilà, ça va être une source d'inspiration, Camille, pour votre été. Mais avant de démarrer, bien sûr, vous me connaissez. Et si vous ne me connaissez pas, vous allez vite apprendre à le connaître. J'ai quelques petites news à vous raconter. On va parler Zurich, on va parler Vosges et encore plein d'autres et Euro USD. Donc on attaque pour les news. Alors, première news que je voulais vous raconter, c'est que j'ai passé quelques jours, c'est pas la première fois, mais alors il n'y a pas vraiment de ville qui se détache complètement des villes les plus chères du monde, mais j'étais à Zurich, qui est considérée dans beaucoup de classements comme la ville la plus chère du monde. J'ai voyagé dans, je pense, à peu près toutes les villes les plus chères du monde. J'ai été à New York plusieurs fois, j'ai été à Sydney, j'ai été à Tokyo, j'ai été à Singapour, Hong Kong, j'ai jamais été, donc elle est souvent. Et il y a aussi des villes, il y a plusieurs villes d'Afrique, notamment au Nigeria, en Angola, au Gabon, qui sont dans les villes les plus chères du monde, mais ça pour les expatriés. Donc voilà, en tout cas Zurich s'en sort plutôt bien, malheureusement, dans les villes les plus chères du monde. Donc j'y étais, j'ai mon cousin
qui habite là-bas. Et donc, si vous avez jamais été, pour vous donner un petit ordre d'idée, on a été voir un match de la Coupe du Monde féminine, non, de l'Euro féminin, France-Angleterre. Et on a payé 3 sortes de kebabs dans un... Bon, c'était bon, hein. Dans un food truck devant le stade. 48 €, donc sans boisson, sans frites. On a été dans la montagne. J'ai payé 4 montées, 4 allers-retours de remontée mécanique, mais juste un aller et un retour, 100 €. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée des prix. C'est globalement, je dirais, 2 fois plus cher qu'en France quand on paye des choses. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport à la Suisse, donc les salaires sont très élevés, hein, les revenus moyens d'un Zurichois, il est autour de 6 800 € net, de ce que j'ai pu voir. 22%, donc mon cousin en tout cas, je sais pas exactement combien il gagne, mais il est ingénieur, il a 30 ans. Il m'a dit qu'il payait 22% impôts plus cotisation. Donc c'est plus faible que dans quasiment tous les pays d'Europe, hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux en combinaison de impôts et cotisations. Donc très intéressant de ce point de vue-là, surtout quand on commence à bien gagner sa vie, parce que même dans des pays où la fiscalité elle est peut-être moins forte qu'en France, et les cotisations surtout sont moins fortes qu'en France, les impôts sur le revenu sont quand même assez élevés. En France, l'impôt sur le revenu est pas si élevé. J'ai déjà dit plusieurs fois. Il est peut-être même en dessous de la moyenne européenne ou au niveau de la moyenne européenne. C'est les cotisations sociales qui sont hyper chères, les cotisations patronales. Mais l'autre, le revers de la médaille, c'est quoi? Et ça, en fait, on le constate dans beaucoup de pays. On peut le constater à Dubaï, on peut le constater en Irlande, au Luxembourg, à Singapour, à Hong Kong, à Zurich. Quand les impôts sont faibles, l'immobilier, il est hyper cher. Donc là, il m'a dit qu'il cherchait un appartement de 100 mètres carrés. Le budget, c'est aux alentours de 1,8 million de francs suisses. Donc ça doit faire 2 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc voilà, même si, vous voyez peut-être, je sais pas combien il gagne, mais admettons qu'il gagne 7 000 € par mois, il va gagner peut-être 3 fois plus qu'un Français moyen, mais son appartement 100 mètres carrés dans la plupart des villes de France, ça coûte pas 700 000 €. Donc il y a quand même voilà une contrepartie à ça. Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup ils vivent souvent autrement. Lui, il est jeune en plus. Donc voilà, il va en montagne, il fait des randos, ils vont pas trop au resto, ils s'invitent les uns chez les autres pour un peu pallier à ce coût de la vie qui est élevé. Mais en tout cas, globalement, lui, il est très heureux là. Ça lui pose pas de problème. Les loyers sont pas si chers. Par exemple, pour 100 mètres carrés, il paye dans les 3 000 francs. Donc par rapport au prix si on regarde sur la renta du bien, s'il valait 2 millions d'euros, ça ferait quoi? 1,8% de renta. Donc c'est pas si cher. Donc voilà, Zurich, ce qui est sympa, c'est la nature autour, les gens se comportent bien. Voilà, en tout cas, j'ai bien apprécié. Puis bon, c'est la famille. Moi, je suis assez famille, donc ça m'a fait toujours plaisir. Puis on a été dans des lacs, vous pouvez vous baigner. C'est vraiment un autre mode de vie, hein, quand même. Je trouve. Et si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de gens qui parlent pas allemand, hein, qui même l'a confirmé, qui habitent donc en Suisse. Si vous ne connaissez absolument pas la Suisse, les Suisses ils parlent pas vraiment l'allemand. On appelle ça le Swisser Dutch. Mais il y a beaucoup de gens, en tout cas à Zurich, qui ne parlent pas allemand, qui parlent. J'avais rencontré un Français qui parlait que français. J'en ai même rencontré 2, français et anglais. Donc voilà. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée ou quelque chose qui vous intéresse, mais sachez que, en tout cas, les gens ont l'air globalement heureux de ce côté-là. Donc, même si vous parlez pas allemand, vous vous pouvez tenter, hein, si ça vous intéresse. Et même si vous parlez allemand, vous serez pas considéré comme un local parce que en fait, c'est pas vraiment de l'allemand qu'ils parlent. Donc, c'est un allemand. Enfin, c'est leur propre langue, mais ça va assez bien de parler allemand et les gens ils vous répondent en Schweizerdeutsch. Voilà ce que je peux vous dire sur Zurich. Donc, parfois, on se plaint de la France et à juste titre parce que surtout, en fait, on est un peu dégoûté de ce que c'est en train de devenir ou ce que c'est devenu. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'opportunité. Vous le voyez, nous, on peut acheter des appartements à moins de 100 000 €, là où dans certains endroits du monde, ça coûte 1,2 million, 1,5 million, et où il n'y a pas de renta.
Donc, faut aussi toujours en fait prendre sa chance là où elle est, se battre avec les armes qu'on a et profiter de chaque situation pour essayer d'en faire un avantage. Donc ça, c'est le gros point que je voulais vous dire sur la Suisse. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est en fait, on s'en rend pas trop compte, mais en ce moment, en tout cas à l'heure où j'enregistre, très peu de temps avant la diffusion, le Bitcoin, il est quasiment il bat record sur record. Et aussi le S&P 500, j'avais fait des vidéos sur le sujet, notamment pour les membres de la formation sur la bourse, sur comment est-ce que moi je gérais le crash de début d'année sur la bourse. Ce que j'avais dit, non, je peux vous le dire, vu qu'on est retourné au niveau de S&P 500 de début d'année, c'est que moi, dans ces périodes, je double en fait mon DCA sur justement sur mes investissements. En fait, j'investis la même somme que j'investis mensuellement, mais je l'investis 2 fois par mois. Et là, on est retourné au même niveau pour le S&P 500 que en début d'année, avant toutes les histoires d'annonces douanières et tout, mais mon portefeuille, il est pas du tout au même niveau en euros et peut-être que vous l'avez senti aussi et pareil sur le Bitcoin, c'est que en fait, si vous en êtes pas rendu compte, l'euro, elle s'est énormément appréciée par rapport au dollar depuis le début de l'année. Donc là, je vais pas revérifier, mais quand j'avais regardé, c'était de l'ordre de 15%. Donc c'est quand même énorme, hein. Si vous avez 100 000 euros en investissement sur la S&P 500, eh ben, ça fait 15 000 euros d'écart. Donc, peut-être que vos portefeuilles sont pas au même niveau quand vous les regardez en euros, mais le S&P 500, si vous regardez, il a bien rattrapé la courbe et la baisse de début d'année. Et du coup, en fait, on n'y peut rien globalement. Si vous voulez partir aux États-Unis, moi, je suis déjà parti quand l'euro il valait 1 dollar et ça pique clairement. Mais du coup, c'est peut-être si vous voulez partir aux États-Unis, en tout cas, l'euro, il est bien fort et donc ne vous inquiétez pas entre guillemets, vous n'avez pas fait des mauvais investissements si votre portefeuille il est pas au niveau de ce qu'il était en début d'année. C'est simplement un effet de taux de change sur lequel on n'a clairement aucun pouvoir. Donc ça, c'était quand même une parenthèse que je voulais faire et j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte parce que je voyais mon portefeuille, je me disais: «Ouais, il est quand même plus bas qu'en début d'année». Pourtant, je vois bien que le S&P 500, il est au même niveau, il rattrape et cetera et je me suis aperçu que c'était par rapport à cet effet taux de change. 2e point, enfin un autre point que je voulais voir avec vous avant de démarrer, on va faire une bonne petite intro, mais parce que, je l'avais pas fait vraiment la semaine dernière. Heu un point, c'est sur l'investissement, émotionnel. Je sais pas comment dire. Pour vous raconter rapidement, j'avais une maison de famille dans les Vosges que mon grand-père, c'est ma famille qui l'avait, c'était pas moi, que mon grand-père avait construit. Depuis que je suis petit, j'y vais, il m'est arrivé plein de péripéties là-bas et là, mon oncle qui était le dernier propriétaire, enfin qui était le propriétaire actuel, vend cette maison et il s'est passé j'ai eu pas mal de d'émotions par rapport à ça. Je me suis interrogé, est-ce qu'il faut acheter, pas acheter? Et clairement, j'ai décidé de pas acheter parce que, bah, d'un point de vue émotionnel, on se dit: «Oui, voilà, t'as passé ton enfance là-dedans». En gros, c'est la maison que j'ai connue peut-être depuis le plus longtemps, mais c'est loin de chez moi, il y a tout à refaire, je pourrais pas franchement, c'est un chantier, il faudrait au moins mettre 200 000 € pour, la maison, il y a rien qui a changé et elle est depuis qu'elle a été construite et elle est pas habitée la plupart du temps, donc elle vieillit à fond. En plus, le climat des Vosges, il est pas super clément non plus. Donc voilà, je sais pas si je le regretterai un jour, mais je pense que j'aurais plus de regrets à l'acheter, à devoir aller surveiller le chantier, tout ça, gérer, trouver des gens sur place. Donc ça a été un peu, j'y étais pour la dernière fois ce week-end et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes sur Spotify ou YouTube ou par mail. Qu'est-ce que vous auriez fait à votre place? Donc en gros, ça aurait été quand même un billet, je pense, de 400 000 € entre l'achat et les travaux. Et au moins 1 an de travaux, sachant que c'est à plusieurs heures de chez moi pour une maison qui est par exemple pas raccordée au réseau d'eau. L'eau, elle vient d'une source. Donc difficile de faire du Airbnb dessus, difficile. Tous les gens que je connais qui ont des gîtes, le budget ménage il est super élevé.
Donc on peut pas vraiment louer pour un week-end. Enfin, t'as très vite 250-300 euros de ménage et d'entrée-sortie. Donc tu peux pas vraiment louer au week-end. T'es obligé de louer à la semaine. Donc voilà. Moi, j'ai préféré pas me positionner dessus. Mais c'est quand même une question qu'on se pose. Voilà, il y a des liens un peu émotionnels, ou alors on aurait pu l'acheter à plusieurs, etc. Bon, bref, là, c'est en compromis de vente chez quelqu'un d'autre et qui est plus sur place, donc qui pourra mieux gérer les travaux. Et sachant que mon oncle, alors c'est pas du tout un spécialiste de l'immobilier, mais ce qu'il m'a dit quand même que je savais pas, c'est que en fait, il a dû faire une sorte d'audit énergétique sur la maison, mais la maison, voilà, hein, franchement, elle est vraiment dans son jus, hein. Et que maintenant, il faut absolument demander dans l'emprunt le montant des travaux qui est recommandé dans l'audit énergétique pour améliorer la note du DPE. Donc du coup, ça limite encore plus les acheteurs potentiels pour avoir leur financement. Je sais pas si ça s'applique partout, hein. Vraiment, il me l'a dit comme ça, un peu de façon non. Enfin, c'était pas le sujet de la discussion. Donc, j'ai pas cherché plus loin, mais en tout cas, sachez que visiblement, ça existe dans certains cas et ça peut poser problème. J'ai encore deux petits points à vous dire. Un des points que je voulais voir, que je vais vous expliquer aussi, c'est que pour la première fois, en fait, là, on a notre appartement clairement qui est le moins bien situé, que j'ai avec mon associé, cher associé Michel. Et il en faut bien, hein. Je veux dire, il en faut bien. Il y en a forcément un qui est le mieux situé et un qui est le moins bien situé. Et le moins bien situé, il s'est libéré, donc on est en train de le relouer. Et on avait trouvé quelqu'un, et pour moi, la garantie Visal, dans tous les cas, elle couvrait, dès lors que vous l'aviez, jusqu'à 600 euros. J'avais des seuils de 600 euros pour les étudiants, 800 euros pour les travailleurs. Et après, j'ai déjà eu des garanties Visal à plus que 1000 euros sur un logement, d'ailleurs, que j'ai. Et en fait, visiblement, c'est pas le cas parce que là, l'appartement loue 590 euros et la personne, elle avait une Visale inférieure à ça, donc on n'a pas pu la prendre. Parce que si vous ne savez pas, Visal, c'est on ou off. Si vous êtes couvert à 550 euros et que le loyer c'est 590, vous pouvez pas mettre la Visal. C'est pas, vous êtes couvert jusqu'à 550 euros, c'est vraiment on ou off, noir ou blanc. Donc, on est toujours en recherche d'un locataire pour ce bien qui s'est libéré il y a une bonne semaine maintenant. Voilà. Et le dernier point, félicitations à Frédéric, qui est la dernière personne qui nous a rejoint dans l'accompagnement pour acheter des biens rentables. Il nous a rejoint il y a un tout petit peu moins de 2 mois, je crois. Et ça y est, il a eu une offre acceptée sur un bien. Donc félicitations à lui. Je vous le rappelle, si vous voulez que je vous aide, qu'on vous aide à atteindre le million d'euros de patrimoine, ou même à faire juste votre premier investissement, ou vous en avez déjà un et vous voulez passer de 1 à 3 à 5 à 10, vous avez un formulaire dans le lien dans la description. Il prend 30 secondes à remplir. Et petit point, pour les personnes qui ont rempli le formulaire, je vous réponds, mais parfois le mail il va en spam, donc regardez bien vos spams parce que vu que vous m'écrivez pas le mail directement, vous complétez le formulaire. Ensuite, il est possible que vu que moi je vous ai jamais écrit et que vous ne m'avez jamais écrit, que le mail soit parti en spam. Donc si jamais vous avez rempli le formulaire il y a quelques jours et que vous n'avez pas eu de réponse de ma part, regardez vos spams. Mon mail est très probablement dans les spams, ou sinon n'hésitez pas à m'écrire tout simplement un mail info@byebyepatron.net. On attaque, après cette bonne introduction de 18 minutes 45, on attaque le podcast, l'interview de Camille. Merci à elle pour sa participation. Et bonsoir à tous. Pas de jour férié quand on est à son compte. Aujourd'hui, on est avec Camille, plus connue sous le nom de Elle Investit sur Instagram. Et on va parler sac de luxe, immobilier, bye bye patron. T'as aussi eu la joie de travailler dans un Big Four, monde que je connais très bien pour être passé de près ou de loin là-dedans. Écoute, avant de commencer, justement, si tu travailles dans un Big Four, nul doute que tu as une anecdote d'un job ingrat que tu as pu faire. Parce que bon, moi, j'étais auditeur financier, donc j'ai bien connu. Et puis ensuite, tu peux nous raconter ce que tu fais maintenant. Et ensuite, on va dérouler un peu sur ton parcours, sur comment tu t'organises aujourd'hui. On va parler des sacs de luxe, mais pas seulement, aussi surtout d'immobilier, parce que t'as été recommandé par Alexia Story Travaux que j'avais eu sur le podcast, et puis
vice versa. Donc je te laisse attaquer Camille et puis ensuite on va dérouler un petit peu. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour Thibaut et je suis ravie d'être sur le podcast aujourd'hui. Donc merci à toi pour cette proposition. Alors pour te raconter une anecdote ingrate, alors oui, j'en ai une, mais c'était pas un Big Four, c'était quand même un cabinet de conseil. Mmh, J'étais stagiaire à l'époque chez Accenture, stage que j'ai adoré, hein, je préfère le préciser mmh. dès le début. Et en fait, donc j'arrive dans un département d'Accenture, qui traite d'automobile. Donc je me retrouve, voilà, 22 ans, une jeune fille, 22 ans, dans une équipe principalement masculine. Et en fait, sur mon CV, j'ai noté les langues que je parlais. Bon, le français, l'anglais, que je maîtrise très bien à ce Et moment-là. l'allemand, je parie. Non, et l'espagnol. Ah OK. J'ai noté l'espagnol. J'ai noté l'espagnol parce que j'ai appris l'espagnol au lycée, j'ai un peu Hein. continué en prépa et voilà, je blablate en espagnol. De là à travailler en espagnol, je suis un peu moins sûre, mais je l'ai mis sur mon CV. Tu vois, en école de commerce, on m'a dit, Mmh. «Bref, fais-toi briller sur le CV, mets toutes tes compétences même si tu les maîtrises pas», je l'ai mis. Premier jour de stage, j'arrive et en fait, on me demande, de manière, un peu fourbe, on me dit: «Écoute, on t'a réservé un tout petit bureau, à savoir, un bureau de 1 m² et tu vas passer toute la semaine à appeler des garagistes en Espagne pour connaître le prix des pièces détachées de telle et telle marque». Parce qu'en gros, on faisait une étude de marché, européenne et ils m'ont dit: «En plus, on a vu sur ton CV que tu parles espagnol, personne dans l'équipe parle espagnol, donc c'est parfait». Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment été poker face. Je me suis dit: Mmh. OK, je peux pas leur dire que je suis pas capable de faire ça parce que je dois faire mes preuves. J'arrive dans un environnement où je sens qu'on me trouve pas légitime. Voilà, je suis, une jeune femme, je suis la seule dans l'équipe. J'ai jamais fait d'automobile avant, c'est mon premier stage en conseil et en auto et je sens qu'on veut me tester et en fait, je me démonte pas et je dis: «OK, pas de problème, donnez-moi la liste des garagistes, je vais les appeler». Je vais m'enfermer dans ma salle Mmh. et en fait, là, je me dis: «Mais comment je vais faire? Je ne parle pas Mmh. espagnol». Enfin, je ne parle pas suffisamment espagnol pour parler avec, le garagiste du fin fond de l'Espagne qui va avoir un Mmh. accent comme ça et pour parler de pièces détachées, des mots que je ne connais pas. Mmh. Et en fait, bah, je vais me faire une rapide traduction sur Google, un petit speech. Mmh. Je vais Mmh. les appeler et je me dis: «J'ai rien à perdre, de toute façon, il faut que je le fasse. C'est soit Bah oui. ça, soit je perds mon stage» et en fait, je vais le faire et à partir de ce moment-là je me suis et en fait, quand je suis revenue, tu vois, dans la grande salle de staff où j'ai dit: «C'est bon, j'ai appelé tout le monde», j'ai senti qu'on pensait que j'allais pas le faire et du coup, je pense que Ah ça m'a aussi conféré une sorte de: «OK, elle y est allée. Bon, et ben, on la OK. prend, elle est légitime». OK. J'ai sauté dans le grand bain sans avoir trop peur. OK, ouais. Et c'est vrai que moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, quand j'ai commencé en audit, on m'a dit: «Ne dis pas que tu parles allemand». Ça, c'était vraiment le meilleur. C'était à un Mosellan, hein, que je salue, hein, parce que moi je suis alsacien, et ben il m'a dit: «Ne dis pas, que tu parles allemand», parce que lui, on l'avait mis sur une mission de navigation fluviale en allemand et c'était la galère et malgré ça, j'ai eu, parce que moi j'ai eu aussi quand j'étais auditeur, je faisais des importateurs de voitures et c'est pareil, moi je parle à peu près allemand, mais là j'avais pas du tout le vocabulaire pour les pièces détachées, de toute façon, enfin, tu Je peux comprends. donc c'est pour ça et j'ai bien connu, ouais, les inventaires avec, bah, la personne qui s'en occupe qui parle que allemand et donc toi tu dois vérifier, que, la pièce elle est bien là. Enfin, si tu fais dans les 2 sens, tu trouves une pièce, tu vérifies qu'elle est bien dans le listing et tu regardes une pièce dans le listing et tu vérifies qu'elle est bien là. Donc ouais, j'essayais d'utiliser, bah, du coup, les mots que je connaissais, mais au début, c'est ça, hein, tu pas très à l'aise, mais c'est comme ça qu'on progresse et c'est un peu la même chose Exactement. sur les chantiers, hein. Au début, tu connais rien, tu fais venir des artisans et puis ensuite, bah, au fur et à mesure d'en voir, de faire, Mmh, on progresse, quoi. mmh Et tu as et eu ce à qui reparler espagnol depuis? alors oui, j'ai reparlé espagnol depuis. Du coup, je me sens aussi beaucoup plus à l'aise parce qu'en fait, je me dis Ouais, depuis que j'ai fait ça, je peux parler à n'importe qui OK. et surtout, ça m'a aussi appris que pour grandir et pour apprendre, il faut accepter de sortir de sa zone de son confort, même si c'est super inconfortable au début et je pense que mine de rien, cette semaine-là enfermée à appeler des garagistes espagnols, ça m'a quand même, ouais, ça m'a quand même servi pour la suite, même Mmh. si j'y pensais plus. Yes. Ah, c'est ça, hein, quand au début, on est un peu tout penaud comme ça et puis ensuite, on progresse et du coup, c'était à Paris que tu étais, Oui, j'étais à pour Paris ta à ce début de moment-là. carrière? OK, ouais Oui, et oui. tu es originaire de Paris? Enfin, Absolument d'origine? pas. Moi, je viens d'une petite ville, du centre de la France, qui s'appelle Issoudun, pour ceux qui connaissent. OK, J'ai fait mes études à Limoges et à Nice et en Chine également et par contre, je suis arrivée à Paris très rapidement pour le travail. OK et là, maintenant, bah, on va en parler un peu plus en détail, mais maintenant tu es à ton compte. Est-ce que tu es resté à Paris? Alors, pour le moment, je suis à Paris, mais je déménage dans 2 semaines, donc je quitte OK, Paris, très prochainement pour, me rapprocher, de ma chère campagne, parce que OK. Paris, j'ai adoré.
j'ai adoré pour le travail, j'ai adoré les premières années, mais moi, je viens d'une toute petite ville et j'ai besoin de ce retour aussi, à la nature et cetera qui va me faire beaucoup de bien. J'ai vécu dans différentes grandes villes, que ce soit Paris, que ce soit Hong Kong, j'ai travaillé dans pas mal de grandes villes, donc là, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin aussi de me ressourcer. Le fait d'être à mon compte, je peux travailler de n'importe où, Mmh. donc ça me permet d'avoir une liberté géographique, à laquelle je suis très attachée, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat. Yes. Trop intéressant et à Paris, bah, c'est vrai que moi j'aimais bien, j'y allais souvent, notamment dans mon ancienne vie, pour le boulot et en fait, j'aimais bien, j'allais voir des amis à moi, souvent des Alsaciens et puis en fait, au fur et à mesure, ils sont tous partis et ils m'ont dit que c'était le côté épuisant en fait, dès que tu allais à des soirées, c'était toujours des nouvelles personnes, en fait, tu étais un peu en boucle quoi, donc ils ont adoré au début puis après, ben, voilà, la lune de miel, elle peut s'estomper Mmh. et En puis, fait, je pense que comme toutes les grandes villes, c'est une ville qui te donne beaucoup d'énergie, mais qui t'en prend aussi. Et en fait, il y mmh. a un moment de ta vie où elle t'en prend plus qu'elle t'en donne. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut aussi savoir se protéger et trouver un endroit où tu te sens mieux et où tu arrives à te ressourcer toi-même en énergie. OK. Ouais, ouais, trop intéressant. Bah, j'avais un très bon ami qui habitait en Inde, je suis allé le voir, bah, c'était pareil, au début, il a adoré et puis après, Bien sûr. il a dit: «C'est plus possible, quoi, tu as du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps», donc Ouais, je OK, comprends. trop intéressant et du coup, bah, raconte-nous un peu comment, parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, qui ont fait bah, tu as fait des études, tu as travaillé, tu faisais quoi exactement en Big Four? Moi, j'étais consultante, donc OK, j'ai fait un stage chez Accenture et ensuite je suis rentrée chez EY à Paris, puis ensuite j'ai démissionné, je suis partie à Hong Kong chez EY et ensuite quand je suis revenue en France en 2019, j'ai intégré KPMG. Donc j'ai eu quand OK. même, que des gros groupes, ce qui a un côté positif et ce qui a aussi un côté un peu plus désavantageux. Bref, Mmh, c'est une expérience dont j'avais très envie de sortir, mais malgré tout qui m'a quand même apporté. J'essaie de prendre les choses bien avec sûr. recul et de voir ce que ça a pu me donner. Bah, moi, pour avoir été auditeur et pour en connaître des anciens auditeurs qui maintenant ont des boulots beaucoup plus planqués, en fait, tu vois qu'ils arrivent à réactiver super vite, la capacité de travail. Moi, j'arrive à travailler et c'est un peu le risque, je pense qu'on a. Moi, je peux vraiment travailler jusqu'à l'épuisement, tu vois? Là, encore maintenant, quand je me mets dans un truc, quand je lance un programme ou quand je peux vraiment travailler, je peux faire de 7 heures à 21 heures et si je m'arrête pas, moi-même, maintenant je m'en rends compte quoi avec le temps. Mais en fait, ça t'apprend vraiment la grosse capacité de travail de jamais t'arrêter. Donc c'est comme ça qu'on avance vite. Souvent les gens ils me disent: «Mais comment tu fais pour faire tout ça?» Bah, ça vient un peu de là, mais bon après il y a un moment, il faut faire très attention parce que ça vraiment peut s'épuiser, hein. Donc et puis c'est des années, je sais pas, est-ce que, parce que maintenant ça fait combien de temps que tu as quitté les Big Four? J'ai quitté le 1er avril 2021, donc ça fait un petit peu plus de OK, 4 ans. ouais et tu vois, moi, enfin la période, j'ai pas été très longtemps là-dedans, mais ça me paraît long, tu vois? Quand j'y repense maintenant par rapport à après voilà, plus tu vieillis, plus le temps il accélère, on va dire. Mais vraiment ça m'a paru long alors que c'était pas si long, quand j'y étais. Donc c'est vraiment parce que tu passes aussi par des zones, Oui, d'inconfort, très et raconte inconfortable. un peu Hong Kong. J'ai eu un invité, hein, sur le podcast qui habitait à Hong Oui. Kong. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai adoré Hong Kong. Ouais, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une partie de mes études en Asie, en Chine, à ouais. Suzhou, une toute petite ville d'un peu plus de 2 millions d'habitants à l'époque, à côté de Shanghai. Et j'avais adoré, l'année, enfin la les 6 mois que j'avais fait en Chine et en fait, en rentrant, donc j'avais réintégré mon école de commerce pour terminer mon master. Je m'étais fait une promesse à moi-même, je m'étais dit: «Je retournerai à un moment donné en Asie». Peut-être pas en Chine parce que je parlais pas couramment le mandarin, j'avais juste des bases, donc pas suffisamment pour travailler. Mais je m'étais dit: «Je retournerai travailler en Asie». C'était vraiment une promesse que je m'étais faite à moi-même et donc j'étais un peu stratège. C'est aussi pour ça que j'ai intégré un Big Four parce que je me suis dit: «Ils auront des bureaux partout à l'étranger et je pourrais me faire muter». Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que pour demander une expatriation, il faut au moins avoir 5 voire 6 ans d'expérience, que moi c'était mort que j'attende 6 Ouais, ans et donc en fait, bah, je l'ai fait à ma manière. J'ai fait mes 3 premières années à Paris, à La Défense, et en fait, en douce, j'ai postulé au bureau de Hong Kong pour un job qui me convenait. Je l'ai eu et j'ai ensuite posé ma dème. J'étais jamais allée à Hong Kong de ma vie, mais j'étais déjà allée à Singapour et j'avais fait la Chine. Je m'étais dit: «Ça doit être un juste milieu entre les 2, je vais donc adorer». Et donc c'est comme ça que je suis partie à Hong Kong, OK. à l'aveugle, sans rien connaître et c'est une ville que j'ai adorée. Professionnellement, ça s'est pas très bien passé, mais par contre, d'un point de vue personnel, activités, rencontres, c'était incroyable.
C'est une ville que tout le monde imagine très bétonnée, très urbaine, et c'est le cas. Mais à côté de ça, à Hong Kong, c'est tout petit, et en un quart d'heure de taxi, tu peux te retrouver sur une plage paradisiaque ou aller faire une randonnée dans des montagnes super sauvages. Et c'est ce juste milieu entre la grosse ville, l'urbanisation et tout ce qui va de positif et négatif avec, et la campagne, la montagne, la mer qui m'a énormément plu. Hong Kong, j'ai adoré, mais de la même manière, c'est une ville qui m'a beaucoup apporté d'énergie au début et qui a fini par trop m'en prendre à la fin. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de rentrer à Paris, qui à côté est une ville beaucoup plus tranquille. Yes. Ok. Et est-ce que du coup tes revenus d'Hong Kong t'ont permis de d'épargner pour investir, ou parce que mon associé aussi il a vécu à Hong Kong, mais lui il me disait, enfin c'était son tout début de carrière, donc je pense qu'il a dépensé une énorme partie de, enfin Ouais. les logements étaient très chers, je crois il payait 1 500 € en coloc, euh, un tout petit appart quoi. Donc est-ce que ouais t'as pu épargner à ce moment-là, ou c'est après que t'as pu Alors, j'ai continué d'épargner. En fait, moi, je viens d'une famille où j'ai pas eu une culture d'investissement. Par contre, j'ai toujours eu la culture de l'épargne. C'est-à-dire que sur chacun de mes salaires, j'ai toujours mis une partie de côté, à l'époque, sur mon livret A ou sur mon LDD. Probablement pas suffisamment au vu de ce que je gagnais. Enfin, tu sais, le fameux pourcentage, le fameux camembert où tu es censé garder 50% pour vivre, 30% pour épargner, 20% pour te faire plaisir. J'ai jamais mis 30% de côté à cette époque. Quand je suis arrivée à Hong Kong, les salaires étaient bien plus élevés qu'à Paris, mais le coût de la vie aussi. Hmm. La nourriture, les logements. J'avais aussi envie de voyager. Donc, j'arrivais à mettre, à l'époque, je crois qu'à Hong Kong, j'arrivais à mettre, je devais gagner à peu près 4 000 € par mois et je mettais 1 000 € de côté. 1 000 € de côté, c'est une grosse capacité d'épargne. Au vu de ce que je gagnais, peut-être pas suffisamment. Mais en tout cas, j'ai réussi à mettre beaucoup de côté, sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout le projet de quitter mon job ni d'investir. Donc, en fait, je mettais de côté pour mettre de côté. Je venais régulièrement piocher dans mon épargne. Donc, c'était une épargne, mais sans vraie stratégie. Je pense que si aujourd'hui je devais retrouver un job à Hong Kong, chose que je ne veux pas faire, mais je ferais bien différemment pour optimiser tout ce que je peux épargner et tout ce que je peux investir. Yes. Après, c'est un vrai choix de vie et puis on le sait jamais. En fait, c'est sûr, tu es là, tu sais que tu y es temporairement, tu es au carrefour de l'Asie. Est-ce que vraiment, c'est compliqué, tu vois? Et même moi, maintenant encore, parfois, je me dis: «Est-ce que sur tes revenus, ça vaut vraiment le coup d'épargner?» Quand je vois tout ce que je rembourse, d'emprunts, tous mes comptes, de bourse qui montent, qui baissent, mais bon, ils montent plus qu'ils baissent, heureusement. Mais tu te dis: «Ouais, est-ce que tu es vraiment, enfin, voilà, est-ce que vraiment encore épargner 20 de tes revenus hors, tous les trucs, passifs, ça a vraiment un sens?» Ah, Je le quand tu fais parles encore, d'épargne, mais tu parles d'investissement, hein, ouais. Oui, pas oui, de oui, bien d'épargne sûr. pure, hein, Oui, bien oui. sûr. Et je veux dire de tes revenus, actifs, on va dire, est-ce que, c'est une vraie question, hein, et que moi j'ai pas tranché. Il y a voilà, il y a des mois où je claque tout et je suis très content, puis il y a des mois où je dépense un peu moins et Faut puis, savoir ça vivre aussi. Je pense qu'il faut trouver yes. ce milieu entre, sécuriser ton avenir en investissant et profiter du moment présent Mmh. en dépensant. Yes. Mais il y a un moment, en fait, quand tu commences à t'avancer, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, en gros, tes revenus passifs sont tellement élevés, tu vois? Enfin, je sais pas, moi, j'ai plus de 10 000 € de largement de remboursement d'emprunt par mois. Donc même si tu gagnes bien ta vie, bah, c'est quand même compliqué de mettre 10 000 € de côté. Donc en fait, au bout d'un moment, tout, et tant mieux, hein, c'est la magie un peu des intérêts composés. Elle vient tellement être puissante que après ton mode de vie, c'est, mais après c'est aussi un peu une sorte bah, justement de discipline, quoi. Tu te dis: «Bon, bah, j'ai toujours épargné, vas-y, je vais continuer, Bien puis tôt sûr. ou tard, ça me servira». OK, trop intéressant. Et du coup, tu as commencé à investir quand? Parce que tu as quitté en 2021, donc Oui. c'est allé assez vite, en fait. Alors, dans l'immobilier, j'ai investi à partir de 2019-2020. Mais mon tout premier investissement, en réalité, ça a été en crypto, dans le bitcoin OK. et l'Ether, quand j'étais à Hong Kong en 2017, parce que je suis arrivée dans une ville, dans un pays où tout le monde parlait de crypto, alors qu'en France, j'en avais jamais entendu parler, ou alors je m'y étais très peu intéressée. Hong Kong étant beaucoup plus en avance d'un point de vue financier, et même dans les conversations que tu as avec tes potes au restaurant ou autre, tu parles plus Mmh. facilement d'argent. Et donc tout le monde me parle de crypto, et en fait, bah, je me laisse avoir par la FOMO. Je me dis: «Mince, je vais louper quelque chose». Vite, j'ai investi en crypto. J'ai investi au pire moment, en décembre 2017, au Ah ouais. moment vraiment où le cours Je du me crypto rappelle très bien, ouais. était très haut, et donc tout a dégringolé par la suite. Mais à ce moment-là, je me suis dit: «C'est pas grave, j'ai épargné simplement un mois d'économie, j'ai mes 1 000 €. Bon, bah, je vais les rééconomiser le mois prochain et puis je ferai autre chose avec». J'ai bien fait parce que finalement, bah, depuis 2017, même si ça s'était bien, cassé la figure, ça a beaucoup réaugmenté, et c'est comme ça que j'ai commencé à investir, mais sans vraie stratégie et sans rien y connaître, et en réalité, l'investissement immobilier est venu plus tard, du coup, fin 2019, début 2020. Quand tu es rentré ou tu étais encore à Hong Kong à ce moment-là? Ah non, pas du tout. Moi, Hong Kong, j'y suis allée de 2017 à début 2019. OK. En fait, ce qui s'est passé,
Donc, je rentre de Hong Kong en 2019. Je reprends un job de consultante à la Défense chez KPMG et très rapidement, en fait, je me rends compte que je retombe dans les mêmes travers et cetera, que ça fait déjà bientôt 6 ans que j'ai commencé à travailler et que, en fait, je n'aime pas mon job. Ça, je l'ai su dès le début que Mmh. j'aimais pas le conseil, j'aimais pas être consultante, mais je restais pour, tous les autour, en fait, les belles Mmh. perspectives de carrière, l'image sociale que ça te procure, les augmentations chaque année, le j'ai pas fait toutes ces études et j'ai pas remboursé mon prêt étudiant pour rien, faut quand même que je reste et Mmh. cetera. Sauf qu'en fait, début 2019, donc je rentre en France et en fait, je me dis: «Mais Camille, enfin, soyons honnêtes». J'avais 29 ans à l'époque, je me suis dit: «Je ne vais pas faire ça pendant encore, 30 ans ou 40 ans. En fait, je ne tiendrai pas. Je ne Mmh. tiendrai pas psychologiquement et physiquement». Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire: «Beh, qu'est-ce que je peux faire à la place?» Mais voilà, j'avais pas spécialement le temps de nourrir, cette réflexion et en fait, je me rappelle très bien, il y a vraiment eu un déclic, c'était novembre 2019. J'avais été mise sur un projet de réduction d'effectifs, donc déjà pas la mission la plus sympa, pour une entreprise au fin fond d'une zone industrielle de Belgique. On était à l'hôtel. L'hôtel était littéralement à 10 mètres de l'entrée du siège social du client. Donc notre client vivait avec nous à l'hôtel, hein. Visiblement, il avait pas de vie de famille, de vie privée. Et en fait, pendant 3 semaines, on est resté dans cet hôtel et du matin au soir, de 7 heures à 22 heures, du petit déj au dîner, on parlait boulot, 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 réduction d'effectifs. Et cette mission-là m'a fait craquer. Vraiment, cette mission-là, ça a été le déclic, la goutte d'eau. Je me rappelle très bien le dernier jour de ce projet, on devait rendre les conclusions finales le lendemain et on est restés enfermés dans notre bureau, juste enfin restés enfermés. La porte n'était pas réellement fermée, mais on est restés tous ensemble dans le bureau jusqu'à 2 heures du mat pour modifier une présentation PowerPoint qui était prête depuis déjà des jours. Donc quand je dis modifier, c'est-à-dire intervertir un rouge avec un bordeaux, changer la police et remplacer un synonyme par un autre. Et en fait, je me rappelle que ce soir-là, donc on est tous restés jusqu'à 2 heures, sans proposition de dîner, de pause, de quoi que ce soit. Et en fait, je me rappelle m'être vue dans cette pièce et m'être dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes jusqu'à 2 heures du Mmh. matin? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça ta vie, en fait?» Et j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit: «Arrête de te plaindre, arrête de dire que c'est à cause de ton entreprise, à cause de ton client, à cause de ton associé. La seule personne qui accepte de rester assise sur cette chaise et de ne pas franchir la porte, c'est toi. Donc si t'es pas contente, prends ta vie en main et pars». Et en fait, ça c'est ce déclic, ça a vraiment été fin 2019 où je me suis dit: «OK, je vais quitter le conseil. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais quitter le conseil». Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi, le lendemain. J'ai pris le week-end pour me reposer, pour me dire si c'était un déclic de folie ou si c'était Mmh. vraiment ce dont j'avais envie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce dont j'avais besoin mentalement, physiquement. Et donc je me suis fait une promesse à moi-même, c'était, novembre-décembre 2019. Je me suis dit: «Dans 1 an Camille, le conseil, c'est terminé. Dans 1 an, tu poses ta démission et ciao. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais le conseil, c'est fini. Au fond de moi, je me disais aussi, le salariat, je suis pas sûre de continuer à tenir parce que les problèmes politiques en interne, la hiérarchie, le management, ça me fatiguait. Et donc, à ce moment-là, je me suis fait la promesse de partir 1 an plus tard. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me dire, OK, je veux partir. Je sens que ça me fait du bien, que ça me libère. Mais concrètement, comment je vais vivre? Enfin, à cette époque-là, moi, l'entrepreneuriat, c'était no way. Pour moi, entrepreneuriat, investissement, c'est pour les têtes brûlées. Enfin, c'était pas du tout pour moi. J'ai pas grandi dans cette culture-là. Moi, j'ai grandi dans la culture de fais le plus d'études possible, obtiens le meilleur job possible, tu seras heureuse, tu auras la sécurité garantie. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ben, comment je vais générer de l'argent? Comment on génère de l'argent en dehors d'un CDI, en fait? Comment on fait? Et je sais pas. Je sais pas comment faire. Je vais attendre plusieurs semaines et je vais finir par rentrer chez moi, mi ou fin décembre 2019. Je m'affale sur mon canapé à 22 heures, j'allume la télé, chose que je fais rarement et là, je zappe sur BFM TV, chose que je ne fais jamais, je ne regarde pas cette chaîne. Et en fait, je vais tomber à ce moment-là sur l'interview d'un investisseur immo qui explique qu'il sort d'une école d'ingé, il déteste son job et qu'en fait, à ce moment-là, il se lance dans l'immobilier. Il achète des grandes maisons qu'il divise en plusieurs apparts et qu'il met en location courte durée et ça lui permet de remplacer son salaire. Il a fait ça il y a déjà plusieurs années. Et en fait, quand j'entends cet investisseur immobilier qui sort de nulle part, que je ne connais pas, hein, me dire ça, j'ai vraiment une sorte d'ampoule qui s'allume et je me dis: «C'est exactement ce que je vais faire. L'univers vient de me servir sur un plateau d'argent la solution». Quand j'y repense, je me dis: «J'étais complètement folle». Et en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais contacter cette personne-là, je vais le harceler pour qu'il accepte de me former et c'est grâce à lui que, début 2020, je vais, signer, ma promesse, pour une grande maison dans le nord de la France, que je vais diviser plus tard en 5 appartements et mettre en location courte durée. Et c'est ce projet qui m'a permis de quitter mon job le 1er avril 2021. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est un peu ça qu'on dit, hein. C'est voilà, tu C'est ça. et c'est ouais, c'est intéressant. OK. Et du coup,
un projet, t'as dit bye bye patron du coup. Bye Ouais, bye, exactement. En yes. gros, mon objectif en fait, le truc à ce moment-là, c'est que je pense que quand j'ai pris la décision de partir, j'étais déjà allée trop loin sur ma santé physique et «mentale» entre guillemets. Enfin, j'étais au bord du craquage et j'avais pas c'était impossible pour moi d'attendre plus d'1 an. Au final, Mmh. le covid est passé par là, j'ai attendu 1 an et 4 mois pour partir, mais j'aurais pas pu attendre 5 ans. J'aurais adoré prendre le problème plus tôt dans ma carrière et me dire: «Bah, dès 25 ans, Mmh. je commence à investir pour qu'à 30 ans, je sois tranquille», mais moi, je l'ai fait trop tard. Donc du coup, je suis allée chercher le projet avec le maximum de renta, ce qui était pour moi l'achat d'une grande surface, la division et on vient mettre de la courte durée dessus. Mmh. En plus de ça, on négocie un différé de 3 ans. Comme ça, une fois les travaux terminés, ça m'a pris 5 mois, il me reste un peu plus de 2 ans et demi où j'encaisse tout le cash flow et en fait, ma stratégie, c'était de me dire: «Peu importe si après le différé, le projet il est moins rentable, j'aurai plus besoin d'argent après le différé». Mmh. Parce que je m'étais dit: «Camille, grâce à ton différé, tu vas avoir plus de 2 ans et demi où le cash flow va rentrer. Pendant ces 2 ans et demi, c'est sûr que tu te seras retournée. Soit tu auras repris des études, soit tu auras retrouvé un job, soit tu auras monté une entreprise, soit en fait, je me disais 2 ans et demi, c'est énorme, je peux faire plein de choses. En 2 ans et demi, je suis capable de me recréer un salaire». Et donc je voulais vraiment surfer sur cette stratégie de 3 ans de différé, et c'est ce qui m'a vraiment permis de quitter mon job. Ça m'a permis du coup, pendant les 3 premières années, enfin 2 premières années et demie, une fois les travaux passés, d'encaisser par mois, à peu près 1 500-1 600 € net une fois toutes les charges déduites de courte durée, de fiscalité, de taxes foncières et cetera. C'était pas mon salaire de consultante, loin de là. Moi, je gagnais 3 300, mais c'était largement suffisant pour payer mon loyer, faire mes courses et du coup, racheter mon temps. Je me suis Mmh. retrouvée avec, mes 50 voire 60 heures de travail par semaine en tant que consultante. En fait, elles étaient pour moi et là, tu retrouves du temps, de la créativité, tu dors mieux et en fait, il y a plein d'idées qui émergent dans ta tête. Tu vois, j'avais l'impression d'être devenue une enfant à nouveau et qu'on m'avait de nouveau redonné le droit de rêver à ce que j'avais envie de faire. Mmh. Et ça a été une période incroyable. Stressante parce qu'il y a eu très rapidement la peur du manque, hein, qui m'a rattrapée, que je ne soupçonnais pas forcément. Mais avec le recul, ça a surtout été une période d'énergie, de créativité, de plein de choses, en fait. Et je suis très heureuse de m'être offert ce temps libre à moi-même, au moins une fois dans ma vie. Yes, trop bien. Et le différé, c'est vrai que c'est hyper puissant, hein. Bah, il y a, Jérémy de Ça fait un bail, c'était aussi comme ça qu'il avait quitté son emploi. Quelqu'un que je connais très bien aussi, qui a si par exemple, je sais pas, toi, tu avais réussi à faire une rupture conventionnelle? Parce qu'il y a des métiers où c'est impossible, tu vois? Et du Oui, coup, c'est le différé d'emprunt qui sauve les gens qui arrivent pas en tout cas. Si tu arrives à faire une rupture conventionnelle, c'est mieux, mais ceux qui ont pas réussi, c'est vraiment ouais, le meilleur moyen en fait de ça remplace Pôle emploi, c'est le différé, ouais. Ouais, exactement. ouais. OK. Donc ça, c'est le gros point fort. Bah, félicitations. Et c'était combien le projet? Tu peux nous raconter un peu? Ouais, bien sûr. Alors au niveau des chiffres, donc c'était une grande maison c'est une grande maison de 135 m² que j'ai achetée 58 000 €. C'était une succession qui traînait depuis longtemps. Je l'ai pas mal négociée. Je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'elle était affichée à 72 000 hors frais d'agence et moi je l'ai négociée à 58 000. Ensuite, j'ai injecté 132 000 € tout compris de travaux d'aménagement, mais j'ai pas tout dépensé. En réalité, il y a à peu près 10 ou 12 000 qui n'ont pas été piochés, que je gardais quand même sous le coude au cas où pour Mmh. la toiture, la façade et au final, j'ai pas touché. Donc voilà, donc ça me fait un projet environ, je crois, à 190 000 €, quelque chose comme ça, si je fais rapidement de tête, mes calculs en comptant frais de notaire et compagnie. OK. Ouais, donc c'est pas un gros projet non plus, quoi, et ça Non, t'a c'est vraiment ça, changé la vie, ouais. c'est ça Et et tu fait pour une un premier projet, ça me faisait pas trop peur. Je me disais: «C'est moins mmh, de 200 000. Bon, au pire, même si ça marche pas, je retrouverai un job et ça me permettra de mmh, rembourser l'emprunt». Enfin, ça restait quelque chose de mmh. palpable. OK, ouais. Et c'était une division officielle que t'as fait ou une division, enfin, est-ce que t'as Ouais. mis des compteurs et tout, Non, j'ai pas mis compteur électrique. J'ai pas divisé OK, électriquement, OK. pour des questions de coût tout simplement et parce Mmh, qu'en durée même en longue durée, c'est pas vraiment nécessaire. mmh. OK. Bah, trop intéressant, et tu as toujours ce bien? Oui, je l'ai toujours. OK. Et le formateur, il t'a aidé? Il est genre, sur la c'est pas un truc, évident non plus la division, il t'a aidé à faire quoi dans le En fait, process? c'était une formation en ligne Ouais. où toutes les étapes étaient bien, expliquées la recherche du bien, la recherche de la vie, la Mmh, division et cetera et en fait, bah, moi, je me suis mise en mode, bonne élève. J'ai avalé la formation, je pense en 1 mois et demi. J'en faisais tout le temps, mes pauses déjeuner, le soir et j'appliquais à la lettre, tout bêtement, tout ce qui était dit. mmh.
et ça m'a permis de mener le projet. Alors, j'avais la chance d'avoir dans mon entourage, enfin, un ancien de mon école de commerce qui était c'était la seule personne que je connaissais qui faisait de l'investissement IMO. Donc parfois, quand j'avais un doute sur la formation, je la challengeais avec cette Mmh. personne-là et ça m'a aussi permis d'avoir, du coup, le regard de 2 investisseurs différents en immobilier et parfois ça m'a aidé à me forger ma propre opinion Mmh. qui était différente de l'un ou différente des 2. Yes. OK, trop bien. Et du coup, après ça, tu as tout de suite arrêté ou tu es repassé, ou tu encore acheté un bien? Non, j'ai tout de suite arrêté. OK, J'ai ouais. même arrêté avant que le projet soit finalisé. Donc moi, je On suis partie sentait du coup, voilà, qu'il fallait partir, ouais. Mais il c'est fallait mais c'est partir. ça, hein, moi j'ai fait une sorte de Ouais, je l'ai su qu'après, mais une sorte de burn-out quand j'étais investisseur, franchement je travaillais, quand j'étais auditeur, je me rappelle très bien, m'être vu peut-être comme toi un peu, dans la je sais pas, j'en ai déjà parlé, mais en fait, je me voyais, de à la troisième personne. Enfin, je sais pas, c'était trop bi je me voyais un peu d'au-dessus comme ça. je Enfin et je comprends. pense que c'est pas du tout bon signe, hein, quand tu commences à, voilà, te dissocier, ça date Oui, maintenant, mais ouais. Donc complètement. et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'en ai pris des bonnes, mais la meilleure, c'était de me casser de ce métier aussi, Je pense que les gens qui sont dans des boulots manuels ou qui ont pas fait d'études s'en rendent pas compte de tu vois, ils se disent: «Ouais, en gros, tu es dans des bureaux, tu vois, tu es pas fatigué physiquement», mais en fait, c'est horrible de travailler tout le temps et puis c'est un métier qui est, c'est par semaine souvent, enfin ou par mission et du coup, enfin, tu es vraiment tout le temps sous l'eau et je me rappelle quand tu montes en grade parce qu'ils ont un peu gamifié le truc, donc d'abord tu es junior, après tu es senior et tout. Je me rappelle quand j'ai dit à ma mère que je prenais un grade, elle m'a dit: «Mais du coup, tu vas travailler moins» et je dis: «Non, je vais travailler plus». Elle était complètement, alors qu'elle, elle a aussi beaucoup travaillé dans sa vie, mais elle était complètement et ça m'a fait une des graines, ça a été ça, quoi, quand elle m'a dit: «Mais du coup, tu vas travailler moins» et je dis: «Ah bah non, je vais travailler plus». Donc OK, trop intéressant et donc depuis, comment on s'occupe quand on a dit: «Bye bye patron» à 29 Ouais. ans? Ouais, donc non, pas 29 ans. 29 ans, j'ai commencé le projet IMO. Je pars, 1er avril 2021. Je fête mes 31 ans pas longtemps après. Et en fait, je pars un tout petit peu avant que mon projet soit terminé. C'est-à-dire que, je pars le 1er avril et il me reste simplement l'aménagement des appartements, les photos, les annonces Mmh, Airbnb. Ça, je veux le faire toute seule. Donc je pars parce que je sais qu'à ce moment-là, le risque, il est quasiment à 0. Les travaux sont finis, il y a plus de mauvaises surprises, je peux me passer de mon salaire. Et surtout, en fait et après je continuerai là-dessus, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, fin 2020, début 2021, quand je savais que le projet immobilier, il allait rouler et cetera, au fond de moi, je me disais: «Ah, bah, je peux peut-être continuer encore 2 ans, comme ça j'en refais un deuxième». Tu sais, en fait, j'avais plus la pression dans mon corps parce que je savais que j'avais la solution de secours mmh, et du coup, j'ai commencé à me dire: «Ça, c'est dangereux ta manière de penser Camille». mmh. Parce qu'en fait, une fois que tu auras fait le deuxième projet IMO, bah, tu pourras dire: «Allez, je pousse encore une année et demie de plus, puis j'en fais un troisième». Et en fait, à ce rythme-là, je me suis dit: «Bah, à 40 ans, je serai toujours pas partie». Et en fait, c'est ça mon plan de vie et donc il y a un moment où je me suis dit: «Tu t'es fait une promesse il y a 1 an, tu as déjà pris un peu de retard à cause du covid, maintenant tu pars. Tu pars et au pire, si vraiment tu regrettes et que tu as très envie de redevenir consultante, tu retrouves un job, mais tu pars». Oui. Donc ça a été un peu ouais, je me suis fait un peu violence à Ouais, ce vite moment-là fait de et s'auto, convain c'est vraiment la personne, soi-même, c'est vraiment la personne la plus facile à biaiser, quoi, hein. On a vite fait de s'auto-convaincre. complètement et oui, Vas-y, de ouais, s'il y a eu s'auto-persuader ouais, que c'est les ça. choses sont pas si mal, que et Mmh. cetera. Et dans les Complètement mine et de rien, comme toi, à dans ce les jour couples, ça arrive aussi, hein. Tu entends combien de fois: «Ouais, quand les enfants, ils auront 10 ans, je quitte mon mari», après c'est: «Ah ouais, non, mais jusqu'à 15 ans», après c'est enfin bon, après c'est bah, d'autres, c'est aussi mine de problématiques, mais rien en fait, une série de ou quand tu fumes, tu dis: «Bon, bah, quand j'ai 30 ans, j'arrête de fumer», puis après: «Ah ouais, non, quand j'aurai mon premier enfant», puis voilà, tu bien on a toujours fait de décaler. C'est dur, hein, mine de rien, de prendre des décisions fortes comme ça. sûr. Est-ce que tu es là? Je sais pas, j'ai une petite, on est toujours là? Tu es toujours là? Oui, de connaissances, donc évidemment. Allô Thibaut? Ouais, je Thibaut? sais pas, il y a eu tu Allô? m'entends? Oui, Tu m'entends? Oui, ouais. tu m'entends? Je sais pas, il y a eu un Beh, moi petit je lag. t'entendais plus très bien, ça Ouais. grésillait, mais maintenant je t'entends très bien. Là, c'est bon là? On Oui, est il y a eu bon? un lag, oui. Ouais. Ah, c'est Tu pas grave, m'entends je bien là? couperai, C'est oui. bizarre. Ouais, On est bon j'espère, là, je ouais. pense. OK, Ouais. Je sais pas si ça venait de super. chez toi ou de chez moi. OK. Donc ouais, donc après cette petite coupure, tu as quitté, tu as lancé le projet. Après, ce qui est bien aussi, c'est que, je pense que tu confirmeras, c'est que quand tu prends le temps de bien faire ton annonce et tout, en fait, c'est ce qu'on fait pas tout de suite, on le fait jamais et donc prendre le temps, je pense, de bien lancer un logement en courte durée, ça a vraiment des effets sur très longtemps.
Donc, Complètement. Mieux vaut prendre le temps de bien le faire à ce moment-là et après être tranquille. mmh, Donc en fait, voilà, je me suis servie de mon mois de mai 2021, juin 2021. J'ai tout aménagé, ça a été la partie que j'ai préférée. J'ai fait les photos, j'ai mis les annonces. Fin juin, début juillet, les logements ont commencé à être loués et là, j'ai délégué à une femme de ménage, enfin une équipe de femmes de ménage même sur place et à partir de ce moment-là, je suis rentrée chez moi à Paris et j'ai commencé à me dire: «OK, qu'est-ce que je fais de mes journées?» Parce que j'avais très peu de gestion immobilière. Alors au début, j'y passais quand même 1 heure par jour. Je regardais mes annonces, je répondais aux messages, même si c'était automatisé et cetera. Et puis en fait, très rapidement, ça a terminé j'ai fini par, baisser à 30 minutes par jour, puis 15 minutes par jour. Donc à un moment, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Et en fait, je me suis retrouvée à continuer à me lever le matin très tôt parce que j'aime bien maintenir ce rythme et me dire: qu'est-ce que je vais faire de ma journée?» Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire: «Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Pourquoi j'irais pas tester des petits trucs à droite, à gauche?» Donc en fait, j'ai fait un peu de tout. Tu vois? J'ai fait de la figuration dans un film, j'ai donné des cours de français à des étrangers, j'ai aidé une société à créer une application de langue, j'ai monté un site internet sur le bien-être, j'ai monté un site internet sur un investissement. Enfin voilà, j'ai touché à plein de trucs à droite, à gauche en me disant: «Ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien dans cette tâche», pour essayer de mieux me connaître et de comprendre ce que j'aimais faire. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, autour de moi, je me rendais compte que quand je me rendais à des dîners ou à des soirées avec des amis, j'avais tout le temps plein de femmes, que je connaissais ou pas, qui venaient me voir en me disant: «Ah mais c'est toi qui as investi toute seule. Mais comment tu as fait? Mais tu as pas eu peur? Mais je sais pas si en tant que femme j'oserais, je préfère le faire avec mon conjoint, ah j'adorerais faire ça mais je me sens pas en confiance. Et comment tu as négocié avec l'artisan et avec le banquier?» et cetera, et cetera. Je répondais tout le temps aux mêmes questions et en fait, il y a un moment où je me suis dit: s'il y a autant de femmes de mon entourage qui me posent les mêmes questions, il y a probablement plein de femmes que je connais pas qui se les posent aussi. Et c'est comme ça que fin 2021, début 2022, je vais me dire: «Je vais lancer un compte Instagram simplement pour raconter mon parcours en tant qu'investisseuse immobilière». mmh, Et je me suis dit aussi: «Je raconterai aussi de manière générale mon parcours de comment je suis sortie du salariat, dans quoi j'investis actuellement, et cetera». L'objectif de mon compte Elle Investit, c'est vraiment de raconter tous mes investissements de manière, heu, simple à comprendre, accessible et transparente. J'essaie d'employer le moins de jargon possible, de rendre les choses, accessibles pour permettre du coup à certaines femmes de bien comprendre pourquoi je le fais, comment je le fais et de se dire: pourquoi pas? Si elle, elle l'a fait, moi aussi je peux le faire». Ça a vraiment été l'objectif de ce compte. Je l'ai créé sans, penser du tout pouvoir le monétiser un jour et sans être super à l'aise avec les réseaux sociaux et en fait, ça a pris très rapidement et surtout, j'ai senti qu'il y avait que je répondais à un vrai besoin de la part des femmes et c'est ça qui a été très gratifiant. D'avoir plein de retours de femmes qui me disent: «Merci d'avoir raconté ça, merci pour ton post, merci pour ça m'a aidé à me lancer» et cetera. Je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose d'intéressant, elles ont besoin de ça». Moi-même, quand je me suis lancée dans l'investissement immobilier, j'ai eu mon formateur, mais je regardais aussi plein mmh. de vidéos YouTube sur l'IMO, j'écoutais des podcasts et j'étais entourée que de figures masculines. Alors moi, ça me convenait parce que, je me suis toujours dit, «Oui, je suis une femme, mais en fait, je peux faire autant qu'un homme». Donc je me suis jamais mis de frein par rapport à ça. Mais, toutes les femmes ne pensent pas forcément pareil et je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop peu de rôles modèles féminins dans l'IMO, dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans la crypto et certaines femmes ont besoin d'avoir, des modèles féminins dans lesquels elles se reconnaissent pour oser se lancer. Donc ma mission, c'est aussi, à plus grande échelle, entre guillemets, de fermer un peu ce gap entre les genres, enfin de le fermer, de le diminuer au maximum pour que les femmes aient l'audace de se lancer seules et qu'elles se sentent pas obligées d'attendre de le faire avec leur père, avec leur conjoint, avec leur frère, avec leurs voisins ou qui sais-je de masculin. OK, très intéressant et tu dirais que c'est en fait, faut le dire aussi, peut-être que les gens qui sont pas dans notre monde du business en ligne et tout ça, ils s'en rendent pas compte parce que c'est vrai qu'on parle à beaucoup de gens, mais moi, si je regarde mes clients, la plupart, faut dire ce qui est, ils c'est des hommes. On a eu des femmes, mais c'est des hommes. Je sais pas 8 sur 10, en tout cas dans les coachings, pas dans les formations que je vends, mais dans les coachings, c'est ça. Moi, je suis alsacien. Je pense que pendant longtemps, on avait zéro alsacien, qu'on coachait et puis maintenant, je dois avoir peut-être 30 d'alsaciens parce que voilà, c'est comme ça, tu te reconnais, tu as les mêmes problématiques, tu connais les mêmes zones, tu as un peu les mêmes façons de parler, de penser, voilà, pour avoir beaucoup voyagé de mine de rien, on pense pas de la même façon à Toulouse, ou à Strasbourg, c'est comme ça, c'est le monde qui est comme ça et en tout cas, tu t'identifies beaucoup. Je sais que tu as par exemple, si tu regardes, Cédric Anissette, c'est un bon exemple, je pense qu'il est des Antilles, il a plein de moi, j'étais à un de ses événements, il y a plein d'Antillais. Voilà, en fait, tu c'est
c'est déjà quelque chose de difficile à faire, par exemple, d'investir, donc autant prendre quelqu'un qui a eu un peu les mêmes problématiques ou qui te ressemble. C'est et à l'inverse, bah, je pense que c'est très, très compliqué de vendre, par exemple, un homme qui devrait vendre, je sais pas, des cosmétiques à une femme, ça doit être hyper compliqué ou quelqu'un, voilà, pas du même âge, pas de la même ethnie et tout, ça c'est super compliqué de se poser les bonnes, de se mettre dans les pieds de dans les chaussures de quelqu'un d'autre, donc c'est très, très intéressant. Et après, moi, je vais faire un reproche aux femmes, je vais le dire parce que j'ai pas souvent, déjà, j'adore avoir des femmes sur le podcast parce que, ça fait plus d'écoute, faut le dire. Ça fait beaucoup plus d'écoute. Il y a beaucoup plus de solidarité entre les femmes, il y a plus d'échanges et tout, ça, faut vraiment le dire. Mais ce que je reproche aux femmes, c'est de penser que les hommes ont souvent des privilèges qu'on n'a pas du tout. Typiquement, elles disent: «Ouais, l'artisan, il va m'arnaquer». Mais si tu es un homme, l'artisan, il va aussi t'arnaquer. Enfin, la plupart du temps, il faut trouver le bon. Ou ils disent: «Ouais, le garagiste, il va m'arnaquer». Non, nous aussi, on on galère. C'est pas parce que tu es une femme, c'est juste la personne en face de toi, c'est comme ça, lui, il veut se faire, de l'argent. Mais je comprends tout à fait que c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes, souvent les femmes, elles ont tu pourras on va en parler un peu plus. Elles ont besoin de sécurité qui est plus important que les hommes qui ont peut-être plus de c'est pas vraiment de la cupidité, mais qui veulent grossir, quoi. Alors là où les femmes, elles veulent plutôt être, sereines. Je sais pas, est-ce que c'est quoi, tu pourrais nous dire, ouais, les blocages qu'elles ont que tu constates le plus chez les investisseuses ou les tu sais, le problème douloureux, de on dit souvent le problème, il doit être douloureux, urgent et Ouais. reconnu. Hem, Je pense qu'il y a majoritairement, enfin, je regrouperais tout ce à quoi je pense sous une chose, mais c'est le manque de confiance, en fait. OK. Oui, le fait de parfois de peut-être de manquer d'audace ou de penser qu'on n'a pas les compétences pour être audacieuse, mais parce que enfin, après on va pas partir dans un débat sociologique ou autre, mais je Mmh. pense que c'est on apprend ça dès toute petite, dès l'école ou autre. Les petits garçons, on va souvent plus les encourager à oser, à prendre des risques, Mmh. alors que les petites filles, on va plus les encourager à être sage, respecte bien les codes, fais ce qu'on te demande et cetera. Donc même si c'est que des petites phrases par-ci par-là, mais en fait Mmh. forcément ça influence les adultes Bien que ces sûr. petites filles et ces petits garçons vont devenir. Donc je pense vraiment que c'est au niveau vraiment de la culture, à l'école, les parents, l'entourage et cetera. Comment on élève nos petites filles et comment on élève nos petits garçons qui font qu'aujourd'hui et encore une fois, faut pas généraliser, hein, il y a des femmes, Mmh. qui vont avoir un caractère, entre guillemets, j'aime pas dire ça comme ça, mais plus masculin, qui vont oser, qui vont pas se mettre de barrières et cetera. Et puis tu auras aussi des hommes qui auront un caractère où ils vont avoir besoin de plus de sécurité, Bien où ils auront sûr. moins d'audace et cetera. Mais de manière générale, je vois quand même énormément la différence entre les 2. Moi, quand j'ai investi, j'ai traîné dans des cercles d'investisseurs masculins parce que je ne trouvais pas de féminin. Mmh. Maintenant que j'ai créé mes propres cercles d'investisseuses, féminines, qui sont tout aussi compétentes, que les cercles masculins, il y a pas les mêmes choses qui ressortent. Ça, Mmh. c'est définitif. Bien sûr. Et ouais, ouais, non, mais c'est et puis il y a le fond et la forme aussi. C'est pas la même façon de c'est pas la même façon de s'adresser, par exemple, moi, je vais le citer, Kevin, c'était un de mes premiers coachés. En fait, on a mis un peu de temps à trouver sa zone de où investir et en fait, moi, j'étais hyper exigeant avec lui, tu vois? Et je lui disais: «Maintenant, il faut que tu visites 10 biens ce mois-ci, vraiment, tu pas le choix, quoi» et en parce qu'au début, j'étais un petit peu, ouais, j'étais calme et bien et voilà, je voulais que ça j'étais un peu consensuel, on va dire et après, au bout d'un moment, j'ai dit: «Bah, maintenant, faut que tu trouves, faut que tu fasses au moins, 10 visites». D'abord, je lui ai dit en 1 mois, après en 2 semaines et maintenant, bah, il a 5-6 biens, il est super content et j'étais sup et je pense que le discours que j'ai tenu avec lui, avec la plupart des femmes, c'était impossible à parce que en fait, j'avais complètement enlevé ma casquette de j'étais bienveillant, mais dans le résultat, en fait, plus du tout dans la forme et je pense que c'est hyper important de et il m'en a remercié par après, quoi. Mais voilà, quand tu faut être voilà, selon à qui tu parles et ton public, ça peut être homme-femme et puis il y a des gens lui, je sentais qu'il était capable d'encaisser aussi, un peu la voilà, je lui disais au début: «Bah, voilà, maintenant au début, tu allais doucement, mais maintenant, il faut que tu ailles plus vite, il faut que tu Mmh. visites plus, que tu fasses plus d'offres, que tu» et voilà, il s'en est super bien sorti. Mais voilà, il faut aussi adapter son discours, je pense, c'est et surtout pas brusquer les gens, qui se ferment complètement, quoi, donc Complètement. mais mais Après voilà. parfois les gens, ils ont aussi besoin, qu'on leur dise enfin
Je trouve que Qu'on c'est leur tout. dise les choses, quoi. C'est un Oui, peu c'est ça, ouais. c'est tout le travail du coach entre la bienveillance et le coup de pied aux fesses. Parce qu'en Mmh. fait, parfois, ça sert à rien de brosser quelqu'un dans le sens du poil parce que s'il fait rien, il fait rien. Et c'est vrai que toi, en tant que coach, bah, ton objectif, c'est que la personne réussisse, que la Mmh. personne, elle passe à l'action, qu'elle rentabilise ta formation et cetera. Donc parfois, il faut savoir mettre un coup de pied aux fesses et Mmh. moi, je le fais honnêtement. J'essaie de le faire en toute bienveillance, mais je le fais aussi pour certaines de mes élèves parce que je suis pas non plus là pour être leur amie. Je suis là Ouais, pour bien les sûr. aider à réaliser ce qu'elles veulent réaliser et ce pourquoi elles sont venues me voir. Yes, trop intéressant. Heu, OK et du coup, ça, tu fais ça à plein temps maintenant? Les sacs, moi, j'ai envie qu'on parle des sacs. Comment on est arrivé au business des sacs? Le business des sacs, alors il est arrivé fin 2021, enfin en 2021. Donc j'avais quitté mon job et j'étais dans une démarche, où je voulais encore plus investir. J'avais investi dans l'IMO, j'avais un peu de crypto qui datait de mon passage à Hong Kong en 2017 et en fait je me disais: «OK, aujourd'hui je gagne bien moins ma vie qu'avant, donc je veux que chaque euro que j'ai soit utilisé le mieux possible et fructifie le plus possible. On arrête le livret A, on arrête le LDD, on arrête le compte courant, on garde une épargne de sécurité qui est bien, qui me rassure, avec laquelle je me sens bien, mais le reste, on l'investit. Donc j'ai commencé à énormément m'intéresser, à la bourse, encore plus à la crypto, au crowdfunding. Enfin voilà, j'ai pris plein d'informations partout et à ce moment-là où j'avais déjà bien placé mes billes, PEA, assurance vie, compte titres, crowdfunding et cetera, je me suis dit: «Ben, j'ai envie d'un investissement peut-être beaucoup plus rentable et un peu plaisir, même si plus risqué» et ça traînait dans un coin de ma tête et en fait, je me rappelle un soir, mon compagnon rentre chez nous, il avait vu son meilleur ami, ce jour-là, enfin l'un de ses meilleurs amis et il me dit, cet ami m'a dit que depuis quelques années, il participe à des ventes aux enchères, il achète des montres de luxe, il les stocke dans un coffre, parfois il les porte un peu pour se faire plaisir et il les revend quand le prix de la montre a augmenté et j'avais déjà entendu parler de l'investissement dans les montres, mais jamais avec le prisme des enchères et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment ça m'a, je me suis dit: «Oh j'adore cette idée, je veux faire la même chose», sauf que les montres, j'y connais rien, j'ai ni envie de prendre le temps, ni l'énergie pour me former, donc voilà. Je laisse l'idée un petit peu, quelques jours dans ma tête, ça marine et en fait, il y a un moment, un matin où, je me rappelle, je revenais de mon footing, j'étais sous la douche et sous la douche, j'ai toujours des idées incroyables et ce matin, sous la douche, j'ai une ampoule qui s'allume et je me suis dit: «Je sais ce que je vais faire. Je vais appliquer la même stratégie que cet ami, sauf que je vais l'appliquer à un autre produit, les sacs de luxe qui se comportent de la même manière que les montres, pour certains, en tout cas» et en fait, c'est comme ça que j'ai assisté à mes premières ventes aux enchères et que j'ai commencé à remporter mon premier sac que j'ai revendu, avec lequel j'ai fait une belle plus-value. C'était un sac Chanel que j'avais acheté, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'était un sac Chanel que j'avais acheté aux alentours de 700 €. Je l'avais fait réparer pour un peu moins de 200, donc j'en avais pour moins de 1 000 € au global, achat plus rénovation et ce sac, il a été revendu près de 1 900 €. Donc ça m'a permis de faire une très jolie plus-value en quelques semaines, de réinvestir cette plus-value sur un second sac, de le revendre en 3 jours, de réinvestir sur un autre sac et cetera et cetera et je me suis rendu compte que ça me plaisait parce que c'était un produit qui me parlait et cetera. Ça permettait aussi de voir la qualité de l'artisanat français. La plupart des sacs que j'achète sont des sacs de luxe français, et ça me permettait aussi de faire des plus-values sympas, rapides, et sur un produit plus tangible, d'assister à des ventes aux enchères, d'intégrer un monde très différent et c'est comme ça que je me suis lancée et comme tous les investissements que je fais, bah, je finis par en parler sur mon compte. J'ai commencé à en parler peut-être 2 ans plus tard, 2023, en disant: «Au fait, je vous ai jamais dit, mais j'investis dans des sacs» et donc je montrais ce que je faisais et contre toute attente, je m'attendais pas du tout à ça. Ça a intéressé énormément de femmes de ma communauté qui m'ont dit: «Mais c'est génial, je veux faire la même chose, comment tu as fait? Où est-ce que tu t'es formée?» Il y avait pas de formation sur le sujet. Moi, je me suis formée sur le tas, hein, j'ai cherché pendant longtemps et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis dit: «Bah, je vais créer mon propre programme» qui s'appelle Start en Chair, que j'ai créé en 2023 et aujourd'hui, il y a plus de 550 femmes, enfin et hommes, il y a quelques hommes, sur ce programme et je trouve ça génial. J'adore le fait de pouvoir démocratiser un investissement différent, qui permet de alors, pour moi, ça reste un investissement haut de la pyramide. C'est-à-dire que tu n'investis pas dans les montres, dans l'or, dans les sacs, dans le vin, si tu as pas déjà ton épargne de sécurité et ton investissement de base, IMO, boursier et cetera. Mais une fois que tu as construit la base de ta pyramide et que tu es solide, tu peux aller te faire plaisir et chercher plus de renta avec ce type d'investissement. OK. Et est-ce que tu as pas, c'est très intéressant. Moi, je connais assez bien les voitures, j'ai fait ça, longtemps, j'ai acheté et revendu des voitures. J'ai reçu, Marco sur le podcast, il a 100 000 abonnés. En plus, c'est des trucs, mine de rien, tu vois, on a l'impression que l'immobilier, ça touche des gens, mais en fait, par exemple, enfin, pour les voitures, mais je pense qu'on peut faire un bon parallèle entre les sacs de luxe et les voitures. Ça touche encore beaucoup plus de monde, en fait, parce que tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont envie de ça, ça fait un peu rêver, enfin, t'enlèves un zéro quand même, mine de rien, par rapport à l'immobilier, donc
Donc ouais, c'est et puis ça c'est sûr que ça fait plus rêver, d'avoir un Kelly ou un Birkin pour, qu'un qu'un T2 à Béziers, où il faut tout refaire. C'est Heu, différent. ouais. OK, et est-ce que, parce que j'arrive pas à me rendre compte de la profondeur du marché, est-ce que sur ces enchères, par exemple, là, tu as dit tu as 550 personnes, heu, il y a combien de enfin, tu arriverais à chiffrer, genre en France, tu les achètes qu'en France les sacs? Enfin, il y a tu les achètes partout du coup? Enfin, est-ce que tu as pas, cramé le enfin, tu vois, 500 personnes, ça me paraît beaucoup sur, quand on voit surtout les sacs hyper haut de gamme, il y en a très peu qui se vendent, hein. Enfin, je pense, je sais pas combien sont produits. Est-ce que voilà, t'as pas saturé, tu t'es pas auto-saturé le marché avec ça? Ouais, je comprends, c'est une bonne question. Alors non, pas du tout et je pense loin de là et pour plein de raisons. En fait, aujourd'hui, donc on participe à des enchères en France, mais pas que. En Europe, tu peux même aller ailleurs. Heu, c'est très simple pour participer à des enchères. Tu as 2 plateformes en ligne qui s'appellent Drouot et Interenchères, qui te permettent en fait, c'est des marketplaces qui référencent toutes les ventes aux enchères, au UK, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France et cetera. Donc déjà, tu peux, aller, sur tout le marché européen. Et au-delà de ça, aujourd'hui, tes sacs, oui, tu peux les trouver aux enchères, mais tu peux aussi les trouver via plein d'autres canaux, des plateformes de seconde main, des plateformes un petit peu plus intimistes, et cetera. Donc il y a énormément de sacs à disposition. Franchement, j'ai pas compté le nombre de sacs, mais il y en a des milliers et tous les jours, il y en a des nouveaux et donc il y a quand même un gros turnover. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est la croissance du marché. Il y a 2 ans, en juin 2023, j'ai suivi une formation, certifiante avec le groupe LVMH et dans cette formation, il y avait tout un pan de la formation qui était dédié à la croissance de l'univers de la seconde main dans les 5 années, donc entre 2023 et 2028. La seconde main de luxe, enfin pardon, le luxe, c'est l'un des derniers bastions qui résiste à la seconde main. On connaît déjà tous quelqu'un qui a acheté une voiture d'occasion, un frigo Mmh. d'occasion, Mmh. un vêtement d'occasion de plus en plus, n'importe quoi d'occasion, enfin voilà. Le luxe d'occasion, c'est vraiment l'un des Mmh. derniers domaines où on a un peu du mal à y aller parce que acheter du luxe, c'est aussi s'acheter une image sociale. Si tu Mmh. achètes un sac de seconde main, ça veut dire que tu as pas les moyens? Alors, Ouais. c'est en train de changer, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Occident, où il y a la conscience écologique des dernières générations, où il y a le fait de pas vouloir surproduire, et cetera. Donc l'univers de la seconde main commence à prendre de l'ampleur, déjà en Occident, mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'également, il y a 3 gros pays qui vont basculer dans l'univers de la seconde main au niveau du luxe dans les prochaines années, la Chine, la Russie et grosso modo le Middle East. Enfin pas le Middle East, la péninsule arabe donc Émirats arabes unis, Qatar, et cetera. Arabie Les saoudite. gros acheteurs, en fait, des 10 Et les dernières gros années, quoi. acheteurs. Les gros acheteurs qui aujourd'hui consomment massivement du luxe, mais en boutique, parce que l'image sociale, encore une fois, Mmh. que nous on avait il y a 10, il y a 15, il y a 20 ans. Et en fait, les nouvelles générations de ces pays-là commencent elles aussi à se poser des questions sur la surproduction, sur l'environnement. Et donc, quand tu as ne serait-ce que le marché chinois qui va vouloir venir acheter des sacs de luxe sur les plateformes de seconde main du type Vestiaire Co, en fait, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Même si sur Mmh. Vestiaire Co, il y a une demande, enfin, il y a énormément d'offres, on n'est pas prêt à absorber la demande de la classe moyenne plus chinoise qui va vouloir acheter de la seconde main. Donc, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est un marché qui est là, mais en fait, qui est en énorme croissance. Et les chiffres de LVMH sont qu'entre 2023 et 2028, donc en l'espace de 5 ans, le marché va doubler. Le marché va OK. doubler. Un marché qui double en l'espace de 5 ans, c'est franchement exceptionnel. Mmh. Et donc, il y a vraiment une croissance qui a mis du temps à s'installer, mais qui s'accélère très rapidement. Et c'est aussi ce qui fait que je suis très confiante par rapport à ce marché-là, d'un point de vue purement chiffres et business, mais aussi parce que, au fond de moi, je suis convaincue que c'est une bonne chose. Tu es en train de vendre un sac de luxe, Kelly ou Birkin, à plus de 10 000 euros. Forcément, ton sac, il va pas tenir 10 ans. C'est un sac qui peut vivre 50 ans, 80 ans. J'ai déjà eu un sac qui Mmh. avait 70 ans et qui est toujours en excellent état. Donc, arrêtez de surproduire et reprenons ce qui existe déjà, Mmh. remettons-le en valeur, rénovons-le et réutilisons-le. OK. Et c'est quoi le principal frein, tu dirais, enfin, le défi de ce business, c'est trouver les sacs, trouver celui qui la personne pour, les refaire ou les vendre, au bon prix? Enfin Aucun des moi 3. OK. Le Tout est le simple. principal défi, c'est la contrefaçon. Ouais. Contrefaçon. C'est vraiment le point noir numéro 1, parce qu'aujourd'hui, tu as de la piètre contrefaçon que tu peux quand tu as un peu les codes et Mmh. que tu sais que tu peux repérer, mais tu as aussi de la très bonne contrefaçon qui arrive sur le marché et là, si tu n'as pas été formé, si tu n'as pas des gens pour t'aider à voir ce qui peut être vrai ou faux, bah, tu peux rapidement acheter des faux sacs et derrière, en fait, si tu achètes un sac à 2 000 € et que c'est un faux, tu as 0 €. Ton sac, Mmh. tu es censé le détruire en tant que Français, hein, Mmh. enfin et si jamais tu le revends et que tu te fais prendre,
Voilà. Ah ouais. Tu peux tout perdre avec une contrefaçon. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le frein numéro un dans ce type d'investissement-là. Et c'est pour ça qu'il faut être super carré sur comment je reconnais une contrefaçon, comment je suis capable d'authentifier un sac, quels sont les signes majeurs à avoir en tête. OK. Et est-ce que les plateformes d'enchères, elles, donnent des genres de certificats sur, enfin. Alors, en fait, ce qui se passe, donc les plateformes d'enchères, en fait, ce sont des maisons d'enchères tenues par des commissaires-priseurs, qui sont du coup des personnes qui ont une formation, dans la loi, enfin et cetera, qui sont vraiment, assermentées par l'État. Donc c'est un poste assez particulier. Tu sais, un peu comme, notaire, avocat ou autre. Enfin voilà, c'est Mmh. vraiment une fonction très spéciale qui leur permet, en fait, quand ils vendent quoi que ce soit qui transite par leur maison d'enchères, en fait, tacitement, si un commissaire-priseur vend un objet, ça veut dire qu'il certifie l'authenticité de cet objet. Et tu as des commissaires-priseurs qui sont, par exemple, qui ont l'habitude de vendre du luxe, des sacs, des montres, et cetera. En Mmh. général, eux, ils savent ce qu'ils vendent, ils savent comment ils le sourcent et ils savent ce que c'est. Donc avec eux, il y a peu de problème. Il y a aussi des maisons d'enchères qui font appel à des experts indépendants en maroquinerie qui te délivrent un certificat. Donc là, je vais pas dire risque zéro parce que le risque zéro n'existe Mmh. pas, mais très faible risque. Par contre, bah, tu vas avoir des maisons d'enchères qui, une semaine, vont te faire une vente de voiture, la semaine d'après, une vente de mobilier du 18e, une semaine d'après, une vente de statues antiques. Et une semaine d'après, ils vont te vendre 3 sacs de luxe. Et eux, s'ils n'ont pas d'experts et qu'ils ne sont pas habitués à travailler avec des pièces de luxe, bah, même si c'est pas leur volonté première, parfois, il y a des contrefaçons qui passent aux maisons d'enchères. C'est pour ça que, pour moi, quoi qu'il arrive, on ne remet jamais, sa sécurité, dans les mains d'autrui. Que ce soit, une plateforme, un commissaire-priseur, avant tout, il faut être formé soi-même pour reconnaître la contrefaçon. Ensuite, le fait d'avoir un expert ou une plateforme avec un service d'authentification, ça permet de rajouter encore plus de confiance, mais avant tout, il faut savoir soi-même authentifier une pièce, un sac de luxe. OK. Trop intéressant. Et tu des recours? Parce que le sac, tu le vois pas souvent quand tu enchéris, non? Ça dépend, si jamais la maison Mmh. d'enchères, elle est près de chez toi, il y en a à peu près partout en Mmh. France, dans les moyennes Mmh. villes et grandes villes, tu peux aller voir le sac avant, ce que je recommande si tu as le temps et que c'est pas très loin, mais sinon tu le vois sur photo. Donc parfois, il y a des maisons d'enchères qui cherchent 20 photos, avec le sac sous toutes les coutures, donc là, en général, ça suffit. Parfois, tu n'as qu'une seule photo, mais tu les appelles ou tu leur envoies un mail, tu leur en demandes plus. Sinon, alors si tu reçois un sac et qui s'avère être une contrefaçon alors là, en fait, la loi est pas comme d'habitude, c'est un peu flou là-dessus, mais grosso modo, tu es protégé par la loi à partir du moment où tu en informes très rapidement la personne qui te l'a vendu. Forcément, si tu as acheté un sac sur Le Bon Coin à un vendeur que tu connais pas, et que 2 jours plus tard, tu dis: «C'est un faux», que tu as plus de nouvelles, tu peux pas faire grand-chose à Mmh. part contacter Le Bon Coin. Par contre, si c'est une maison d'enchères qui a pignon sur rue, comme toutes les maisons d'enchères, en général, elles vont finir par te rembourser parce qu'elles ont trop à perdre à voir leur Mmh. réputation ternie. Parce que comment elles gagnent leur pain, les maisons d'enchères? Concrètement, elles gagnent leur pain grâce aux commissions qu'elles prélèvent aux vendeurs et aux acheteurs. Si Mmh. demain, la réputation, c'est: «Attention, ils vendent de la contrefaçon», plus personne viendra acheter chez eux, plus personne voudra vendre chez eux. Donc elles gagnent plus OK. d'argent. Donc elles ont tout intérêt à préserver leur réputation et à te rembourser en cas de problème. OK. Et après quand toi tu vends, est-ce que tu peux donner des sortes de garanties? Enfin, est-ce qu'elles te sont demandées par les acheteurs ou est-ce que tu peux donner des sortes de garanties? Ou est-ce La que tu peux plupart payer quelqu'un toi-même pour, certifier, tu vois? Je sais que ça existe pour les cartes Pokémon là, tu peux faire, un peu, ouais, Oui, dis-moi? alors, la plupart du temps, c'est demandé par les acheteurs. Si jamais c'est pas demandé, moi, je le fournis toujours. Quand c'est un sac que j'ai acheté aux enchères, je fournis toujours le bordereau de l'adjudication. Grosso modo, ça veut dire facture pour les Mmh. enchères. Et ça garantit que c'est un vrai, puisqu'encore une fois, le commissaire-priseur a été assermenté pour donner authentification sur les lots qu'il vend. OK. Donc, je fournis toujours ça. Autrement, je fournis un certificat d'expert si j'en ai un, la facture si j'en ai une. Moi, je vends toujours sur des plateformes qui ont un service d'authentification. Donc, la manière pour moi de rassurer les acheteux, c'est de leur dire de toute façon, le sac, le bijou, la pièce que vous achetez va transiter par ce service qui va l'authentifier pour vous. Autrement, il est aussi possible de faire appel à des sociétés, enfin pas des sociétés, plutôt des experts en authentification. Il y en a certains plus sérieux que d'autres. Il y a certains sites qui te proposent des authentifications en ligne. On va pas se mentir, si la personne voit pas le sac, c'est plus Mmh. compliqué d'authentifier. Donc, je ferai quand même très attention au type de société par lesquelles je passe pour certifier mon sac. OK. Ça me fait trop penser à quand j'avais la télé encore, c'était Pawn Store là ou Pawn Shop là. Je sais pas si tu vois les gars à Las Vegas là, j'y étais dans le magasin, ils ont tu sais qui les prêteurs sur gage là, ils ont Mmh. toujours un expert.
Oui, j'appelle mon pote expert en armes à feu de 1880 et tout. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Donc, OK. Trop intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu as refait de l'immobilier depuis ou? Non, pas encore. Enfin, OK. oui et non. Je suis en cours, de nouveaux projets immobiliers. Je pense qu'il va y en Mmh. avoir 2 qui vont voir le jour en 2025. OK. Trop bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'aider les femmes, prenez votre envol. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des femmes riches, les hommes, hein, parce que du coup, ça fait plus d'argent pour le couple, hein, donc moi, je veux bien Ouais, habiter dans une c'est maison à 10 millions avec une piscine et sans rien payer, hein. Il y a aucun souci, là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? bah, écoute, encore plein de croissance, pour mes activités, plein d'épanouissement et surtout de réussir à démocratiser davantage l'éducation financière auprès des femmes et aussi auprès des jeunes. Je pense que si on pouvait inclure des cours d'éducation financière dès le collège ou lycée, ce serait une très bonne chose pour les adultes. Yes. Merci beaucoup pour ton temps et si on veut te Merci, retrouver du coup, l.investi, c'est ça, sur Instagram. Tu as quoi? Près de exact. 19 000, abonnés. Ouais, Donc bientôt 20 000, c'est ça. félicitations. À très Merci bientôt. Thibaut. Ciao. Merci, à très vite. Et voilà, c'est la fin de l'interview. Petit rappel, si vous voulez que on vous aide à décoller, faire décoller votre patrimoine même pendant l'été, vous avez un formulaire en description du podcast. Et très bientôt, on se retrouve pour les inscrits à Strasbourg, à Brumat, pour un après-midi entre investisseurs. J'ai trop hâte. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à aller écouter l'épisode de la semaine dernière avec Adrien Beau qui nous explique l'investissement en zone rurale. Et l'épisode de la semaine précédente, c'était avec Mourad de Kenny qui vous explique comment être bien assuré quand vous êtes investisseur immobilier et comment faire des grosses économies jusqu'à 40 000 euros sur une seule assurance de prêt. Foncez, les écoutez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et bien sûr de vos gros billets. À très bientôt. Bye bye.